1500. C'est le nombre de films ayant eu l'opportunité d'être présentés au Festival de Cannes depuis sa création en 1946. Dit comme ça paraît énorme, mais en réalité ça fait qu'une vingtaine par an. Et parmi eux, un peu plus de 90 seulement ont eu la chance de décrocher le prix suprême, la Palme d'Or. Cannes, c'est un cercle très fermé. Des milliers de films sont envoyés chaque année, mais seule une poignée accède à la compétition officielle. Et une fois sélectionné, rien n'est gagné. Parce qu'ici, la pression est juste immense. Ton film est projeté sous les yeux de plus de 2000 spectateurs, prêts à applaudir ou à siffler. En plus de ça, à Cannes, il y a plus de 4000 journalistes venus de 160 pays différents qui couvrent l'événement. Les avis qu'ils donnent sur les films et les images qu'ils rapportent du tapis rouge sont diffusés partout dans le monde. Pendant 10 jours, cette petite ville de la Côte d'Azur devient le centre d'attention du cinéma mondial. Pour beaucoup, ce festival n'est qu'une vitrine du cinéma, un endroit où l'on projette des films sous les applaudissements. Mais quand on s'y intéresse vraiment, on découvre une toute autre facette. J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai découvert qu'en réalité, tout le monde se trompait sur ce festival. Le Festival de Cannes est à la fin des années 40. L'objectif avec ce nouveau festival est de faire mieux que ceux déjà existants. Et le plus grand festival de cinéma qui existe à cette époque, c'est la Mostra de Venise. Après sa 6e édition en 1938, le festival est en proie aux polémiques. Alors que de nombreux films sont présentés, ceux qui ressortent vainqueurs s'avèrent tous être des outils de propagande nazie. Par exemple, le film Les Dieux des Stades, réalisé par Leni Riefenstahl, est un film documentaire qui célèbre les Jeux Olympiques de Berlin 1936. Alors faut savoir que ce film a été produit à la demande d'Adolf Hitler en personne. Il sert de propagande nazie en mettant en avant la prétendue supériorité de la race aryenne et en glorifiant le régime fasciste. À la Mostra de Venise, ce film remporte la coupe du meilleur film étranger. Donc évidemment, les polémiques se déclenchent et le festival est énormément critiqué. Philippe Erlanguet, un représentant français du jury, est très énervé de cette situation. Et dans le train qu'il ramène en France, une idée lui vient en tête. Pourquoi pas faire notre propre festival ? Un festival qui serait libre, sans pression ni contrainte. Tellement je revois avec netteté ce wagon-lit où, revenant du festival de Venise, je n'arrivais pas à trouver le sommeil et où cette idée m'a visité pour la première fois. Je ne me doutais pas que tant de choses allaient en sortir. Dès son arrivée en France, il contacte les personnes concernées. La France doit se dépêcher d'agir avant la prochaine édition de la Mostra de Venise. De septembre 1938 à mai 1939, cette idée devient une affaire d'État. Jean Zay, ministre de l'Éducation, et Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur, soutiennent l'idée de créer un festival de cinéma où l'art ne serait pas influencé par les manœuvres politiques. Après les dérives de la Mostra de Venise, la volonté est claire. Aucun film ne sera récompensé pour des raisons politiques, mais seulement pour sa valeur artistique et créative. Alors que les discussions s'intensifient, une question se pose. Où se déroulera le festival ? D'abord, c'est la ville de Biarritz qui est naturellement choisie. Cette station balnéaire réputée de la côte basque est le lieu parfait. Entre beaux couchers de soleil et belles plages de sable blanc, le festival ne fera qu'embellir la ville. Mais finalement, en mai 1939, le choix se porte sur Cannes. Au départ, Biarritz avait vraiment la cote. C'est une station balnéaire très chic, connue des aristocrates et des touristes étrangers. Mais en réalité, elle n'avait pas toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir un événement aussi gros. Cannes par contre avait déjà les palaces de luxe, comme le Carlton ou le Majestic, capables d'accueillir les délégations étrangères et les stars. En plus, la ville mise très gros, elle propose des subventions très généreuses. En coulisses, des personnalités comme Georges Prade, conseiller municipal à Paris, poussent pour que Cannes décroche la mise. Résultat, la croisade l'emporte. Ça y est, tout est prêt. En juin 1939, les médias l'annoncent officiellement. La première édition du Festival international du film aura lieu du 1er au 20 septembre 1939, quasiment en même temps que la nouvelle édition de la Mostra de Venise. Pour mener à bien cette première édition, un comité d'organisation est créé. Georges Huysmans, président du secrétariat d'État aux Beaux-Arts, est nommé à sa tête. Louis Lumière, l'un des pères du cinéma, est nommé président d'honneur du festival. L'esprit universel du festival est beaucoup mis en avant par les organisateurs. Chaque pays choisit les films qu'il présentera en compétition et le jury représentera chaque participant. La France invite tous les pays producteurs de films, y compris l'Allemagne et l'Italie. Mais dans le contexte de la crise politique de l'été 1939, les deux pays refusent l'invitation. Tout est prêt, le comité d'organisation, les films sélectionnés et le jury. Le peintre cannois Jean-Gabriel Domergue peint la première affiche officielle. Les invitations sont envoyées et les premiers festivaliers commencent déjà à arriver sur les lieux. Mais un coup de tonnerre tombe. Le festival n'aura pas lieu. Alors que nous sommes à l'été 1939, l'Europe est au bord de la guerre.
L'invasion de la Pologne par l'Allemagne le 1er septembre 1939 marque le début de la Seconde Guerre mondiale. Face à cette situation, la première édition du Festival de Cannes, prévue du 1er au 20 septembre 1939 dans la salle du Casino municipal, est annulée. C'est un coup dur pour ces organisateurs qui ont mis beaucoup de temps dans ce projet. C'est un triste début pour le Festival de Cannes, mais ce n'est absolument pas une fin. Il faudra attendre le 20 septembre 1946 pour voir le festival sur pied. C'est un nouveau début pour Cannes. Et l'ambiance de cette première édition officielle est assez folle. Le monde sort à peine de la guerre, mais il y a une vraie envie de rencontre et de découverte. En fait, pendant des années, beaucoup de films étrangers ont été interdits ou censurés, donc les gens avaient hâte de retrouver ce qu'ils avaient raté. Les journalistes étrangers arrivent en masse, les délégations se mélangent, et les soirées improvisées sur la Croisette deviennent très vite légendaires. On parle même d'un festival de paix, une manière de dire que l'art et le cinéma pouvaient réunir des pays encore marqués par les conflits. Et pour la France, accueillir un tel événement n'est pas anodin. À ce moment-là, il faut aussi comprendre qu'il y a une vraie volonté politique derrière tout ça. Le pays sort très affaibli diplomatiquement après les années 30, et surtout il a perdu beaucoup de terrain culturel face à Hollywood. Les Américains dominent les écrans partout, leurs films circulent massivement, et leurs studios ont une puissance financière colossale. Du coup, pour la France, créer un festival, c'est aussi une manière de regagner du prestige international. Montrer qu'elle peut être le cœur d'un grand rendez-vous mondial du cinéma, capable de rivaliser avec les Italiens de Venise et les Américains d'Hollywood. Pour cette première édition, 21 pays répondent présents. Plus de 50 longs métrages et 70 courts métrages sont projetés. Tous ces films viennent d'horizons très différents. Chacun des 21 pays propose des films qui défendent leur propre vision du cinéma. Souvenez-vous, le but de ce festival, c'est de rester indépendant, loin de la politique. À Cannes, chaque pays peut partager sa culture cinématographique librement. Mais alors, est-ce que cette neutralité est respectée lors de la première édition? Parce que vu le contexte politique en 1946, juste après la fin de la guerre, on est carrément le droit de se poser la question. Et bien finalement, on est un peu mauvaise langue, puisque tout se passe super bien. Aucun incident politique ne vient perturber le déroulement des projections, et les prix sont remis de manière plutôt équilibrée. Toujours dans ce contexte de l'après-guerre, le jury décide de remettre le grand prix du festival, ex aequo à 11 films. Le but avec cette action est de montrer que le cinéma est universel et qu'il permet de rassembler. Ça permet aussi d'éviter un potentiel conflit qui pourrait raviver des tensions encore trop fraîches entre les pays. En récompensant 11 films, le jury renvoie un message fort. Ici, pas de politique, seulement du cinéma. Ça permet aussi à la France de montrer qu'elle peut rassembler autour de la culture. Elle montre au monde que le pays est capable d'organiser un événement d'une envergure internationale, qu'il est capable d'attirer de nombreux pays, et surtout qu'il est capable de célébrer le cinéma de façon neutre et libre. Cannes devient une vitrine du savoir-faire français. Cette première édition est un carton absolu. Dans un monde encore marqué par les blessures de la guerre, Cannes est un nouveau souffle. Cette première édition ouvre une nouvelle page de l'histoire du cinéma. Les années suivantes, le festival est évidemment reconduit. L'édition de 1947 continue sur la lancée de 1946. Cannes vient d'inaugurer son deuxième festival international du film. C'est de nuit, à la clarté des sunlights de studio, que professionnels et amateurs du cinéma ont ouvert la grande quinzaine. Et même s'il y a quelques difficultés financières liées à l'après-guerre, le festival prend déjà une nouvelle dimension. 85 longs métrages sont projetés. C'est quasiment le double de la première édition. Le festival est en pleine évolution. Et c'est que le début, puisque cette évolution elle va continuer encore très longtemps. Dès ses premières années, le Festival de Cannes devient une vitrine du cinéma mondial. Cannes est un espace où l'on compare les différentes écoles cinématographiques, comme le néo-réalisme italien, la tradition hollywoodienne, ou le cinéma français d'après-guerre par exemple. En 1955, le festival prend un nouveau tournant avec la création de la Palme d'Or. Jusqu'à cette date, les prix remis étaient un peu désordonnés et manquaient de symboles forts. La Palme d'Or permet enfin de nommer clairement le meilleur film de l'année. Elle devient rapidement un emblème du prestige de Cannes. Elle attire l'attention des médias, du public, mais surtout des réalisateurs qui veulent absolument la gagner. La Palme d'Or confère non seulement une reconnaissance artistique, mais elle peut aussi changer la carrière d'un réalisateur, augmenter la visibilité d'un film et lui assurer une distribution mondiale plus large. Grâce à cette récompense, le Festival de Cannes renforce son image de lieu incontournable du cinéma. Il devient aussi un événement très prestigieux. Les plus gros réalisateurs du monde entier viennent y présenter leurs films. L'impact de la Palme d'Or est très fort. Les films obtiennent une renommée mondiale grâce à ce prix. Regardez par exemple Taxi Driver de Martin Scorsese. Il a gagné la Palme d'Or en 1976 et le film a clairement marqué toute une génération. En plus, grâce à ce film, Robert De Niro est devenu une légende du cinéma. On peut aussi prendre l'exemple de Pulp Fiction. En 1994, il a gagné la Palme d'Or.
Ça a emmené la carrière de Tarantino, le réalisateur, au sommet, et ça a carrément redéfini le cinéma indépendant américain. Ces palmes ne sont pas juste des récompenses, elles ont parfois changé le destin des films et des réalisateurs. Elles montrent aussi que Cannes a le pouvoir de décider ce qui va marquer l'histoire du cinéma. La Palme d'Or devient non seulement une consécration artistique, mais aussi un outil diplomatique. Quand un film est récompensé à Cannes, ce n'est pas un réalisateur ou une équipe qui est mise en avant, c'est surtout un pays, une culture, une façon de voir le monde. Le choix du jury dépasse souvent le simple cadre du cinéma, puisqu'il renvoie un message sur l'époque et sur la société. Il incarne le pouvoir unique des images à transformer les mentalités et à rassembler les peuples. Au final, la Palme d'Or, c'est plus qu'un simple trophée. C'est un symbole fort qui peut changer la carrière d'un artiste, donner une voix à un peuple et marquer le cinéma. En 1959, il s'investit dans l'industrie en créant le marché du film. Émile Nathan, un producteur de films français, propose de créer ce marché pour offrir aux professionnels de l'industrie cinématographique un lieu et un temps pour les affaires. Les producteurs, les distributeurs, les réalisateurs ou encore les investisseurs peuvent s'y retrouver. Le but est de présenter des films, de négocier des droits, trouver des financements ou même conclure des partenariats. Grâce au marché du film, le festival montre que son engagement ne se limite pas à projeter des films. Ce marché est un engagement culturel, car il favorise la diffusion et la circulation des œuvres à l'international. En gros, c'est un peu comme une rampe de lancement. Il aide les films français et européens à voyager à l'international, il met en avant la diversité, et il sert aussi de moteur pour financer de nouveaux projets. En plus d'être un lieu très réputé, Cannes devient un lieu de dialogue et d'échange culturel. Le but, il est simple, c'est montrer que la France peut aussi être un pays du cinéma et de la culture. Nous aussi on peut rayonner comme Hollywood. Très vite, le marché du film de Cannes s'impose comme le plus important du monde. À chaque édition, des milliers de pros du cinéma font le déplacement. Le festival devient vite un pilier économique, au point de s'imposer comme la plus grande plateforme mondiale d'échange pour l'industrie. Mais Cannes, ce n'est pas que du business. Le festival ne s'arrête pas de grandir, et forcément, Hollywood débarque. Les stars et les médias du monde entier viennent à Cannes. L'événement prend une nouvelle dimension. Face à ça, une idée que vous connaissez tous aujourd'hui naît dans la tête des organisateurs. Tiens, et si on mettait un tapis rouge ? Ça servirait à accueillir les célébrités de façon un peu plus élégante. Ça pourrait aussi permettre d'apporter toujours plus de renommée au festival. Banco. Le tapis rouge est mis en place dans les années 50. Avec les années, il devient un symbole fort du festival. Le tapis rouge est un espace où les stars sont photographiées et admirées par le monde entier. Lorsqu'elles viennent, elles soignent leur tenue spécialement pour ce tapis rouge. Robe longue, costume élégant, création de haute couture, bijoux qui brillent. Chaque détail compte. Les photographes immortalisent ces looks et les magazines diffusent les images de partout. Faut savoir que les médias jouent un rôle crucial dans le succès du festival. Ils amplifient son rayonnement mondial, créent du buzz autour des films et transforment chaque montée des marches en un événement. En plus de ça, le luxe et la mode deviennent des éléments indissociables du festival. Quand on parle de Cannes, ok, le cinéma vient en premier, mais impossible d'oublier le tapis rouge et ses looks incroyables. Petit à petit, ce tapis devient carrément un spectacle à part entière. C'est une sorte de performance visuelle qui participe autant à l'image du festival que les films projetés en salle. Les marques de luxe comprennent vite l'intérêt de cet événement et commencent à habiller les stars. Cannes se transforme en une vitrine mondiale pour la haute couture et la joaillerie française. Toujours dans le but de briller, le festival investit. Après avoir pris place au casino municipal de la ville pour sa première édition, le festival évolue et déménage au Palais Croisette. Il y reste jusqu'en 1982. Cette même année, tout change. Le 15 décembre 1982, le nouveau palais des festivals et des congrès est inauguré. Ce bâtiment imposant conçu par les architectes Hubert Bennett et François Druet remplace le Palais Croisette devenu trop vieux. Sa taille énorme et ses formes anguleuses font qu'on le surnomme le bunker. Ce mot, c'est souvent un mot utilisé en contexte de guerre. Et justement, grâce à ce nouveau bunker, la France montre encore une fois sa puissance culturelle. Elle investit dans la culture et ce nouveau palais dédié au Festival de Cannes le prouve. Ce nouveau lieu permet d'accueillir un nombre plus élevé de spectateurs, de journalistes et de professionnels. En plus, il devient un symbole architectural du festival et de la ville de Cannes, au même titre que la Croisette elle-même. Ce palais, même s'il a pas mal été critiqué pour son esthétique, marque un nouveau tournant. Il montre la volonté de la France de faire de Cannes un festival moderne et durable. Il y a désormais un lieu grandiose à la hauteur de l'un des plus grands événements du cinéma.
Bref, la Palme d'Or, le tapis rouge, le marché du film ou même le palais des festivals montrent que Cannes, ce n'est pas seulement un endroit où l'on projette des films. C'est un événement mondial qui dépasse largement le cadre artistique. Le festival rassemble des réalisateurs, des producteurs, des journalistes, des stars et des acheteurs venus de partout. C'est devenu un espace où se mélangent mode, culture, économie et politique. Pour la France, c'est une chance inouïe. Elle montre son savoir-faire, sa créativité et sa capacité à accueillir. Chaque édition met en avant son patrimoine, son élégance et son rôle de pays de culture. Petit à petit, Cannes n'est plus seulement une fête du cinéma. Le festival est un outil stratégique de rayonnement culturel. À partir des années 50, Cannes prend une dimension internationale de plus en plus affirmée. Le cinéma français et européen garde évidemment une place particulière. L'Italie triomphe avec Fellini, qui obtient la Palme d'Or en 1960 pour son film La Dolce Vita. La Suède rayonne grâce à Ingmar Bergman et ses œuvres profondes. L'Espagnol Luis Buñuel marque lui aussi la croisette, tout comme la nouvelle vague française qui impose de nouvelles manières de filmer avec Truffaut ou Godard. À travers eux, Cannes devient la vitrine du cinéma européen en pleine mutation après la guerre, un cinéma qui veut repenser ses codes et ses récits. Mais le festival ne se limite pas à ce cercle occidental. Très vite, il s'ouvre à d'autres continents et donne de la visibilité à des cinémas qui jusque-là n'en avaient pas. En 1956, l'Indien Satyajit Ray présente La Complainte du Sentier. Le film raconte l'histoire simple d'une famille pauvre dans un village du Bengale. Tourné avec peu de moyens, il bouleverse Cannes et révèle une nouvelle façon de filmer le quotidien, loin des studios et des grosses productions. À travers ce film, le cinéma indien se fait connaître en Europe. Le Japon s'impose lui aussi à Cannes. En 1980, Akira Kurosawa reçoit la Palme d'Or avec Kagemusha, confirmant la place du cinéma japonais parmi les plus grands. Dans les années 70, Cannes accueille aussi des figures modernes comme Nagisa Oshima qui marquent les esprits avec des films audacieux. Dans les années 60, c'est l'Afrique qui trouve sa place. Le Sénégalais Ousmane Sembène, considéré comme le père du cinéma africain, marque une étape décisive avec son film La Noire 2. Ce film raconte l'histoire tragique d'une domestique sénégalaise exploitée par ses employeurs en France. Même si son exposition directe à Cannes reste limitée, elle ouvre la voie à d'autres cinéastes africains qui bénéficieront par la suite de la vitrine du festival. Sembène impose une nouvelle perspective et montre que l'Afrique peut produire un cinéma engagé et universel. Dans tout ça, l'Amérique latine n'est pas à la ramasse. Dans les années 70, le cinéma nouveau brésilien explose sur la scène internationale. Le cinéma nouveau brésilien, c'est un mouvement des années 1960 qui montre la réalité du peuple et qui critique les injustices au Brésil. Des réalisateurs comme Glauber Rocha ou Nelson Pereira dos Santos utilisent Cannes comme un tremplin pour des œuvres très politiques ancrés dans les réalités sociales de leur pays. Ces films, souvent censurés chez eux, trouvent à Cannes une visibilité mondiale et une légitimité artistique. Et cette fameuse ouverture au monde, elle continue encore aujourd'hui. En 2018, le film Une affaire de famille de Hirosaku Koreeda a rappelé la force du cinéma japonais. Un an plus tard, en 2019, la Palme d'Or de Parasite, réalisée par Bong Joon-ho, a été un grand moment. C'était la première palme sud-coréenne. En 2021, Titane de Julia Ducournau a marqué le festival. C'était la deuxième femme seulement dans l'histoire du festival à recevoir la Palme d'Or. Ces palmes prouvent que Cannes reste l'endroit où les cultures du monde entier sont reconnues. Et cet élargissement international, il n'est pas anodin. Cannes, c'est pas seulement un lieu de projection, c'est un espace où des cinémas dits périphériques trouvent une reconnaissance internationale. En mettant en avant des œuvres venues d'Asie, d'Afrique ou même d'Amérique latine, le festival redéfinit la carte mondiale du cinéma. La France, en accueillant ces films, se place comme une médiatrice culturelle, comme un pays capable de donner une scène à des réalisateurs venus d'horizons très différents. Ce rôle est d'autant plus fort que Cannes ne se contente pas de montrer ses films, il leur offre un label de prestige. Un film sélectionné ou primé à Cannes voit ses chances de distribution internationale multipliées. Il accède à un public beaucoup plus large et peut même devenir un phénomène mondial. Dans les années 70, le Festival de Cannes n'est plus seulement une vitrine du cinéma français et européen. Il devient un lieu où se rencontrent l'Europe, Hollywood, mais aussi des cinémas longtemps ignorés. Cette diversité, au-delà de l'aspect artistique, renforce l'influence de la France. En ouvrant la porte à tous ces cinéastes, elle affirme son rôle de capitale mondiale du cinéma et renforce son image de puissance culturelle. Mais l'importance de Cannes ne s'arrête pas là. Très vite, le festival prend aussi une dimension diplomatique. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, derrière chaque sélection, il y a plus qu'un simple choix artistique.
Mettre en avant un film, c'est aussi mettre en avant un pays et sa façon de voir le monde. Et sur la scène internationale, ce geste peut avoir beaucoup de poids. Pendant la guerre froide, par exemple, Cannes devient symbolique. Des films venus du bloc de l'Est réussissent à être montrés, et parfois même récompensés, comme Psaume rouge de Miklos Tchankso, sorti en 1972. Accueillir ces œuvres, c'est envoyer un message fort. La Croisette veut rester un espace où toutes les voix peuvent exister. Cannes devient une sorte de plateforme diplomatique informelle où chaque sélection et chaque récompense a une portée qui dépasse le cinéma. Un exemple récent, c'est la polémique autour de Netflix en 2017. Cette année-là, 2 films produits par la plateforme, Okja de Bong Joon-ho et The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach, sont sélectionnés en compétition officielle. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas prévus pour sortir en salle en France. Et ça va à l'encontre de la chronologie des médias françaises. Une polémique est donc lancée par les exploitants de salles et les professionnels du cinéma. Face à la pression, le festival annonce qu'à partir de 2018, seuls les films ayant un engagement de sortie en salle en France pourront concourir pour la Palme d'Or. Netflix, qui refuse de se plier, choisit de ne plus présenter de films en compétition. Toute l'affaire a relancé les discussions sur l'avenir du cinéma, entre salles et streaming. Et c'est là que les gouvernements s'en mêlent, même sans intervenir directement. Parce que comme j'arrête pas de vous le répéter dans cette vidéo, une Palme d'Or, c'est pas juste un trophée. C'est un geste qui peut légitimer une culture, soutenir une industrie nationale, ou parfois créer des tensions diplomatiques. En gros, Cannes c'est plus qu'un simple festival de films. C'est un vrai outil d'influence, un endroit où la France montre qu'elle peut rassembler autour de la culture. Mais ça veut pas dire que le festival vit dans une bulle. Quand la France explose en mai 68, forcément ça secoue aussi la Croisette. Pour vous donner un peu de contexte, en mai 1968, la France est divisée. Le pays connaît un énorme mouvement de contestation. Les étudiants et les ouvriers manifestent contre une autorité jugée trop rigide et contre les inégalités sociales. Ils réclament aussi des meilleures conditions de travail, plus de liberté d'expression et des réformes dans l'éducation. Le 13 mai 68, l'Association française de la critique appelle les festivaliers à rejoindre le mouvement. Rapidement, la tension atteint Cannes. Des réalisateurs comme Jean-Luc Godard ou François Truffaut jugent injuste la tenue du festival alors que la France est bloquée. La période est encore plus délicate pour le cinéma français car elle fait suite à l'affaire Langlois. André Malraux, ministre de la Culture, avait tenté d'écarter Henri Langlois, le créateur de la Cinémathèque française, de sa direction. Et même s'il est revenu sur sa décision, cette affaire est encore dans les esprits en mai 68. Absolument tout le monde est en colère contre le gouvernement. C'est alors tout naturellement que les cinéastes se joignent au mouvement populaire. À son arrivée au festival, Godard déclare que le cinéma doit marquer sa solidarité avec les étudiants et les ouvriers. Il s'agit de manifester avec un retard d'1 semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. La seule manière pratique de le faire est d'arrêter immédiatement toute projection. Accompagné de plusieurs autres cinéastes, il décide d'interrompre la projection du film Peppermint Frappé. Les cinéastes montent sur scène avant le début de la projection. Le réalisateur du film, Carlos Saura, qui soutient évidemment ses collègues, vient même s'accrocher au rideau de la scène pour empêcher l'écran de descendre. La salle est en rage. Certains spectateurs huent, d'autres applaudissent la démarche. Dans les jours qui suivent, des débats animent le festival. Est-ce que le festival doit continuer comme si de rien n'était ? Les avis sont partagés. D'un côté, certains pensent que le festival doit rester loin de la politique. De l'autre, des voix comme celles de Godard, Truffaut, Claude Lelouch ou Alain Resnais disent que c'est indécent de poursuivre alors que le pays traverse une crise historique. Finalement, le mouvement prend beaucoup d'ampleur. Plusieurs jurés comme Louis Malle ou Claude Lelouch démissionnent pour protester. Les organisateurs n'ont plus le choix. Le 19 mai 68, le festival est officiellement annulé, 5 jours avant la fin. Circonstances ne permettant pas d'assurer les projections dans des conditions normales, le conseil d'administration du Festival international du film décide d'arrêter le festival et s'excuse de cette situation vis-à-vis des participants étrangers. Aucun palmarès n'est attribué et tout le monde est invité à rentrer chez soi. Mai 68 a marqué Cannes. Le festival s'est retrouvé pris dans la bataille sociale du pays. Et ça prouve une chose. Cannes n'est pas une bulle isolée du monde. Tout ce qui se passe là-bas a un écho international. Chaque décision, chaque prix, chaque débat devient politique, même si le festival prétend rester neutre. Et c'est précisément ça qui fait sa puissance. Parce qu'au fond, ce rôle-là, il a un nom. On appelle ça le soft power. Écoutez bien, c'est peut-être le terme le plus important pour comprendre le sujet de cette vidéo. Le soft power, c'est la capacité d'un pays à influencer les autres, non pas avec des armes ou de l'argent, mais avec sa culture, son image et ses idées. On le voit absolument partout et tous les jours. Les États-Unis par exemple utilisent les fast-foods ou encore Netflix pour diffuser leur vision du monde. Le Japon rayonne à travers ses mangas, ses animations et ses jeux vidéo.
Ces dernières années, la Corée du Sud a conquis la planète avec la K-pop, ses dramas et sa gastronomie. Tout ça, c'est du soft power. Tu n'as pas besoin de forcer qui que ce soit, les gens adoptent ta culture parce qu'elle attire et qu'elle fascine. Et bien le Festival de Cannes joue exactement ce rôle-là pour la France. C'est un peu notre Hollywood à nous, mais avec une touche d'élégance française. Chaque année, la terre entière se tourne vers la Croisette. Les images des stars, les montées des marches, les remises des prix, tout ça projette une image de la France comme un pays de raffinement, de culture et de créativité. En fait, tout ce qu'on a vu dans cette vidéo le prouve. La Palme d'Or par exemple fait exploser la carrière de certains réalisateurs, le marché du film transforme Cannes en cœur économique du cinéma mondial, le tapis rouge est devenu une scène de mode et de luxe diffusée partout dans le monde, et puis il y a aussi l'ouverture au cinéma étranger qui fait de Cannes une tribune universelle. Tout ça, ce sont des éléments concrets du soft power français. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut dire sans exagérer que le Festival de Cannes est devenu l'un des plus grands symboles du pouvoir culturel de la France. Donc voilà, si on reprend depuis le début, Cannes est né d'une envie d'échapper à la propagande. Il a grandi en créant des symboles super forts comme la Palme d'Or ou le Palais des Festivals. Puis il s'est ouvert au monde en donnant des voix à des cinémas parfois invisibles. Et tout ça au final, ça sert à une seule et même chose, le soft power français. Chaque édition est une preuve que la France existe sur la scène internationale autrement que par son économie ou sa politique. Donc oui, Cannes c'est plus qu'un festival, c'est une démonstration de puissance invisible année après année. Et tant que le monde aura les yeux rivés sur la Croisette, la France pourra continuer à s'imposer comme une puissance culturelle.